Bonjour à tous, très chers fans de catch. Waouh. Waouh. Avant de faire cette vidéo, je ne savais pas quoi m'attendre. Je vais parler de Double or Nothing 2023, parler de la carte. Et c'est vraiment en rédigeant la carte, en mettant les matchs dans l'ordre du match qui me hype le plus au match qui me hype le moins, que je me suis rendu compte d'à quel point cette construction et ce show, ça va être catastrophique. C'est nul. C'est nul. 9 matchs sur la carte, un seul me hype un petit peu. Un petit peu seulement. Un seul me hype un peu. Le reste, ça me hype moyennement parce que je suis en mode ça aurait pu être tellement mieux, je sais à quoi m'attendre. Et l'autre moitié où je suis en mode j'en ai rien à foutre. 9 matchs sur la carte et la moitié j'en ai rien à péter. Putain, AEW, il faut se réveiller. Punk, reviens. Donc comme je l'ai mentionné, le retour de Punk ne va pas suffire à améliorer la qualité du show. Là, quand une moitié de carte d'un pay-per-view est catastrophique, qu'elle me donne pas envie, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. 2 matchs qui me donnent pas envie, je veux bien. Putain, pas 5 quoi. Pas 5. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, ici Kozak, si vous ne connaissez pas la chaîne, on parle de la carte de Double or Nothing. On fait un peu une sorte de prédiction. En tout cas, je parle de mon avis, qui je ferais gagner pour qui, par rapport au booking, qui ce serait mieux de voir gagner pour chaque match, du match qui me hype le moins au match qui me hype le plus. Alors c'est parti, commençons par un truc que j'ignorais qui était dans la carte de Double or Nothing, un truc qui j'espère ne sera pas dans la main carte, qui sera comment ils appellent ça, je sais plus, ils attribuent un nom pour les matchs en buy-in, je crois dans le buy-in, allez dans le buy-in. Ethan Page et les Guns affrontent The Hardy Party. The Hardy Party, c'est Jeff Hardy, Matt Hardy et Issa Cassidy, il me semble. Apparemment, si The Hardy Party l'emporte, Ethan Page retourne sous contrat, redevient le larbin de Matt Hardy apparemment. Je pense que c'est une réalité qui a été construite à Rampage. Qui regarde Rampage, faites-le moi savoir. Je m'en fous. Je m'en fous. Ethan Page, ce n'est personne. Il n'est pas crédible. Les Guns sont intéressants, ils ont perdu récemment face à FTR, c'est les seuls qui ont un peu intérêt à ce match, et c'est pour ça que je verrai une victoire de tout ce groupe-là pour remettre les Guns un peu sur le devant de la scène, pour ne pas qu'ils soient trop dans la défaite après leur perte des titres. En phase 2, Issa Cassidy ne fait plus rien depuis qu'il est arrivé à la fédération. Matt Hardy, c'est devenu l'ombre de lui-même, c'est devenu une parodie de lui-même et il n'est plus intéressant à regarder à la télévision. Et Jeff Hardy, bien qu'il est toujours assez populaire, malheureusement ses démons l'emportent toujours et je n'ai plus envie de m'intéresser à Jeff Hardy malheureusement, parce que je n'ai plus envie d'être déçu par son comportement et ses excès. Donc ce match, je m'en fous. Je ferai gagner Ethan Page et les Guns, puisque les seuls qui ont un projet pour l'avenir, ce sont les Guns. Match suivant qui me hype le moins, et celui-là, si vous me connaissez, vous savez très bien pourquoi il me hype le moins. Orange Cassidy affronte 20 autres personnes pour défendre son titre international dans une Battle Royale. Oh putain, ça va être nul à chier. Ils ont vraiment foutu une Battle Royale en pay-per-view. Les gens vont payer pour accéder à une Battle Royale. Mais c'est scandaleux, putain, c'est tellement scandaleux. Orange Cassidy, c'est la construction, c'est qu'il arrête pas de gagner, il est booké chaque putain de semaine dans ce show de merde. Et c'est insupportable à chaque fois, le mec, c'est une parodie de lui-même, c'est une blague qui a trop duré, Orange Cassidy, c'est ce que c'est une blague qui a trop duré. Mais Tony Khan l'adore, Tony Khan le rend over, la foule hardcore de AEW l'adore aussi. Moi, je le déteste, ce qu'il crée par rapport au business, je crée ce qu'il produit sur le business. Il traite le business comme une putain de blague, il traite le catch, ce sport, comme une putain de blague, et moi je ne peux plus. Je comprends, encore une fois, je n'ai pas de problème avec son personnage. Il peut avoir son personnage, il n'y a pas de problème. Le problème que j'ai, c'est la position qu'il a sur la carte et l'importance qu'il lui a accordée par rapport à son personnage. C'est ça mon problème. C'est personne Orange Cassidy, et ce ne sera jamais personne, ce sera jamais une star. Et le mec est aux côtés de MJF sur les affiches de collision, putain. Oh la vache, mais
putain, plus marque que ça, tu meurs, putain. Bon, Orange Cassidy affronte 20 personnes dans cette Battle Royale. Powers Hobbs est dans cette Battle Royale. Hobbs est dans cette putain de Battle Royale. Il est encore une fois noyé dans cette putain de foule de jobbers. Ça me casse les couilles, putain. Donc, pour faire honneur à Hobbs, faites remporter ce putain de titre à Powers Hobbs, que ce soit lui qu'on voit chaque semaine et non pas Orange Cassidy, qu'on build un vrai talent, une vraie future potentielle star, et pas cette putain de blague, cette putain de merde avec des poches. Franchement, j'en ai ras le cul de ce gars, j'en ai ras le cul. Ou si Miro est dans un Battle Royale par surprise, qu'on fasse gagner Miro. Qu'on ait un final avec Miro et Powers Hobbs, pour que ce soit un petit peu intéressant, parce que là franchement, c'est pas possible, c'était pas possible, c'est une blague, putain. Troisième match qui me hype le moins, pareil, si vous me connaissez, vous me voyez venir. Le Blackpool Combat Club affronte l'élite dans un Anarchy in the Arena. Anarchie dans l'arène, anarchie dans l'arène, les gars. Ça va être le bordel, c'est le foutoir, et on va en avoir rien à foutre. Puisqu'il va y avoir 8 lutteurs partout dans l'arène, 8 putains de lutteurs partout dans l'arène, notre attention va être portée sur aucun d'eux, va être portée sur un ensemble. Le BCC, vous savez ce que j'en pense. Wheeler Yuta, il sert à rien. Claudio Castagnoli, c'est devenu l'ombre de lui-même aussi. C'est des muscles qui ne parlent plus, alors qu'il a pas eu toute sa personnalité, Claudio. Jon Moxley, je le déteste maintenant. Je suis parvenu à détester Jon Moxley. Je saigne chaque semaine, je suis trop badass, je suis débile, je sais pas construire des programmes. Je veux pas perdre face à CM Punk. C'est une merde. Ce mec, c'est devenu une merde. C'est pareil, une parodie de lui-même. Une parodie de lui-même, Jon Moxley. Je suis trop badass, putain. Il est pas badass du tout, putain. Bon, il est toujours plus badass qu'Adam Page, hein, on va pas se mentir. Mais sans déconner, quoi. C'est devenu vraiment l'ombre de lui-même, ce mec. Le seul gars, les deux seuls gars qui ont un peu de talent dans ce putain de bordel, c'est Bryan Danielson, d'un côté, qui lui connaît le business mais qui se retrouve mêlé dans ce foutoir et qui fait de son possible pour tirer les gens vers le haut mais il n'y arrive pas. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Quand t'as que des cons avec toi, c'est pas possible. Et Kenny Omega qui a du potentiel en solo. Je le répète, en solo. Et là, le roi dans un Archer Indie Arena, encore une fois, avec l'élite, avec les Bucks que je ne peux plus blairer, avec Adam Page que je ne peux plus blairer. Parce que ce sont tous des idiots. Tous des putains d'idiots. Je sais que ça n'a rien à voir avec la rivalité, on parlera de la rivalité après. Mais je ne peux plus m'investir en eux, je n'ai pas envie de les voir à la télé, quand je sais tout ce qui s'est passé backstage. Quand je connais l'histoire que ces mecs sont les vice-présidents de cette putain de compagnie, et qu'ils ont foutu la compagnie en l'air à cause de leur putain de jalousie et leur putain de peur. Ils étaient jaloux de CM Punk, leur putain de star, ils ont tout foutu en l'air. Ok, vous savez quoi ? Juste pour parler de ce problème, un petit instant par rapport à CM Punk. Ok, on se fout de tout ce qui s'est passé, d'accord ? Il a fait si en premier, il m'a frappé le premier, il a dit des choses dans mon dos, etc., etc. On s'en branle. Vous savez quoi ? On s'en branle. Ok ? On a une compagnie de catch, on a une star qui est là. Une star qui a rapporté une putain d'audience et une putain de visibilité sur notre produit. À nous, en tant que vice-président, ce mec a rapporté la visibilité sur notre produit. Ok ? Ok, il s'est passé un truc pas cool dans les coulisses. C'est une baston backstage. C'est arrivé tout le temps dans l'histoire du catch. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est à cause de ça ? Est-ce que c'est à cause de ce petit problème que tu vas foutre ton produit en l'air ? Bien sûr que non. T'attends 2 mois et c'est réglé. 2 mois, une fois que les frictions passent et au bout d'un moment on passe à autre chose, putain. On pense argent. C'est qu'une baston backstage, les gars. On est dans le milieu du catch. On n'est pas dans un bureau, on n'est pas dans un supermarché, on n'est pas à l'école, on est dans le milieu du catch. Ce sont des putains de lutteurs, ce sont des athlètes, ce sont des mecs qui vont à la salle tous les jours, qui se battent tous les jours, pour de faux peut-être, mais ce sont des athlètes, ce sont des combattants, quand même. C'est des mecs sanguins. Bien sûr qu'il y a des bastons backstage, c'est un lieu qui est rempli d'ego et de jalousie. Bien sûr qu'il y a des bastons backstage. Et putain, et ça dure encore, et il y a encore du drama à cause de ça. Et des gens pensent encore que c'est que à cause de CM Punk. Les gars, putain, réveillez-vous. Vous savez quoi, on parlera de ça dans une autre vidéo parce que là, j'en sais parler de la carte et je suis désolé si je m'égare. Donc, à cause de tout ça, je ne peux pas m'investir dans ce programme. Tout est très ridicule, la construction a été ridicule, le cachet d'Adam Page, sans déconner, plus ridicule, tu meurs. Les actions de Jon Moxley sont ridicules.
Il y a juste Bryan Danielson qui essaie de faire des choses, mais c'est pas possible. Et ils vont se battre dans un foutoir à 8 personnes dans l'arène. Non merci, j'ai pas envie de voir ça. Victoire du BCC parce que. Parce que Bryan Danielson. Je sais pas. Mais ils vont faire gagner l'élite. Ils vont faire gagner l'élite, évidemment qu'ils vont faire gagner l'élite. Mais bon, c'est pas moi qui book. Match suivant qui me hype le moins, Jade Cargill face à Taya Valkyrie. On a déjà eu ce match. Il me hyperait si ce match avait été conservé pour le pay-per-view. On a déjà eu ce match en solo. C'était pas très beau à voir. C'était pas beau à voir du tout. Même Taya Valkyrie qui était plutôt une bonne lutteuse face à Jade Cargill, c'est pas vraiment très beau. Jade Cargill avait gagné le premier match en trichant. Honnêtement, je pense qu'il est temps de faire quelque chose avec Jade Cargill. Et quand je dis faire quelque chose, c'est la rendre de nouveau intéressante. Et pour la rendre de nouveau intéressante, selon moi, il faut lui faire perdre son titre. Taya Valkyrie est la seule personne, la première personne crédible pour battre Jade Cargill. Ils ont jamais voulu faire des Thunder Rosa Jade Cargill, jamais voulu faire des Britt Baker Jade Cargill, c'est leur problème. Au bout d'un moment, elle n'est plus intéressante Jade Cargill, et pour la rendre de nouveau intéressante selon moi, il faut qu'elle perde ce titre TBS, il faut qu'elle aille chercher ce titre mondial maintenant. Et Taya Valkyrie est une bonne lutteuse pour succéder à Jade Cargill. Donc, victoire de Taya Valkyrie pour rendre ce match intéressant en pay-per-view. C'est le seul facteur pour le rendre intéressant, c'est que Taya Valkyrie emporte ce match. Donc, victoire de Taya Valkyrie pour moi. Match suivant, on atteint le milieu de la carte des matchs de la soirée. Et pareil, je ne suis pas hypé toujours, alors que c'est Jamie Hayter face à Toni Storm. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Jamie Hayter, qui est peut-être ma lutteuse de la WWE préférée en termes de femme. Mais là, cette construction, The Outcast, c'est pas possible. Heureusement, au moins, on a Jamie contre Tony et pas Jamie contre Saraya. Heureusement, putain de merde, mais justement, le fait qu'on n'ait pas Jamie contre Saraya, ça fait penser que la rivalité va continuer jusqu'à qu'on arrive à Jamie contre Saraya. Putain, oh, par pitié, arrêtez. On a donc Jamie Hayter contre Toni Storm. J'aime beaucoup ces deux lutteuses. Individuellement, elles sont géniales et même ce qu'elles proposent dans le ring, c'est très très bon. Mais construction catastrophique, putain, j'ai pas envie de voir ça à la télé en fait. J'ai pas envie de voir ça à la télé, ça me gave. Victoire de Jamie Hayter pour continuer son règne parce que la pauvre, elle est toujours pas considérée comme une championne dominante. Je suis juste gavé. Match numéro 4. Pareil, je suis pas hypé par ce match alors que je devrais l'être. Je devrais l'être parce que c'est FTR face à Jeff Jarrett et Jay Lethal pour les titres par équipe. Pourquoi je suis pas hypé? Je ne suis pas hypé d'un match de FTR en pay-per-view. La putain de sa race. FTR, mon équipe préférée, qui font partie de mes lutteurs dans le monde du catch entier préférés. Dans un match de pay-per-view face à Jeff Jarrett et Jay Lethal qui, individuellement, en termes juste de talent, sont très très bons tous les deux. Jeff Jarrett pour sa connaissance du business, Jay Lethal pour son athlétisme. Ils sont tous les deux très très bons, ils affrontent FTR, c'est un match que, sur le papier, si tu mets ça à n'importe quel booker digne de ce nom, t'as envie de le voir à la fin inter en pay-per-view. Ils ont fait n'importe quoi, putain, cette faction de merde, Satnam Singh s'est attardé avec son crayon, ce géant qui sert à rien. Mark Briscoe qui se retrouve là-dedans, qui va faire l'arbitre spécial. Mark Briscoe, le mec il est super over, le mec il a un putain de charisme, il a une putain de personnalité, il se retrouve à faire l'arbitre, il a pas fait encore un match de pay-per-view et il fait déjà l'arbitre. Putain, mais c'est pas possible, mais qui book cette merde? Tony Khan, mais sans déconner, mais entoure-toi de mecs qui savent booker là, c'est pas possible, putain. C'est chaud. Un foutoir sans nom. Des segments où on voit Jeff Jarrett et Jay Lethal à la ferme des Briscoe. Tout cela est dû au fait que Mark Briscoe s'est fait attaquer. On sait pas si c'est Jeff Jarrett et Jay Lethal ou d'autres personnes. Une tension qui est née de là, c'était nul. C'était mal construit. Très mal construit. Et j'ai pas envie de voir ça. Alors que c'est un match de FTR. Wow, putain. C'est chaud. Faire ces vidéos, c'est très compliqué. Hein. Parce que j'aime AEW. Je regarderais pas AEW si je n'aimais pas et si dans ce roster il y avait plein de talents que j'aime énormément, putain. Beaucoup de mes catcheurs préférés sont à la AEW. Et si tu bookes ça bien, mais t'as un vrai putain de show et t'as potentiellement quelque chose qui peut rivaliser avec la WWE, ou au moins un produit qui peut bien plus plaire que la WWE. Si ça n'est pas le déplacer en termes d'audience, il peut au moins plus plaire. Là, c'est pas le cas. C'est devenu l'ombre d'eux-mêmes, la WWE. C'est l'ombre d'eux-mêmes. C'est nul à chier. Vous vous rendez compte que le troisième match qui me hype le plus, c'est un match avec Chris Jericho?
Fouah. Adam Cole contre Chris Jericho, troisième match qui me hype le plus. Ça ne me hype pas pour autant. Parce que c'est un match sans disqualification. C'est le premier match des deux qu'ils vont avoir. Et c'est un match sans disqualification. Encore une fois. Putain. Le premier match, si vous voulez faire une rivalité qui dure sur le long terme, la règle de base, un premier match simple, un match de catch, une confrontation dans les règles, et si, attention, si le public en redemande, et si les deux catcheurs, on sent qu'il y a une tension sanguine, que le ring ne peut pas les contenir, là on fait un second match ou un troisième match avec stipulation. Putain, c'est la base, pas le premier match. Parce que, à la fin de ce match Extreme Rules, sans disqualification, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous aurez envie d'en voir plus ? Peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour en faire plus ? Un Hell in a Cell, c'est la seule solution en fait. Et on va pas faire un match simple après ça. C'est la règle de base. Donc là on va avoir ce programme qui va se terminer. Alors c'est pas pour me déplaire, hein. je n'aime pas ce programme, donc c'est pas pour me déplaire. Mais encore une fois, putain, putain, c'est la règle de base, c'est la règle de base, c'est la règle de base. Ça me gave, ça me gave de parler de ça là. En fait, je me rends compte. Chaque semaine, je parle de la AEW, des segments, de ce qu'ils font. Double or Nothing, c'est le résultat, c'est le climax de 2 mois, 3 mois de construction. Presque 3 mois de construction. Je m'énerve parce que je me rends compte que ce climax, il pue. 3 mois pour ça, 3 mois de construction pour cette daube. Je sais déjà que ça va être de la daube. Pardon, match d'avant, je n'ai même pas dit que oui, évidemment, F-Tier l'emporte avant, hein, évidemment. Faut pas l'arrêter leur règne pour ça, pour cette merde. Et pour ce match-là, on ferait gagner Adam Cole. Oui, Adam Cole, parce que Chris Jericho n'a pas besoin de gagner au bout d'un moment. Chris Jericho, j'en peux plus. Il ne fait briller personne, Chris Jericho. Il a éteint la lumière de Ricky Starks. Récemment, j'ai écouté un podcast où je me suis rappelé que le mec, pour faire genre qu'il élevait des talents, vous vous rappelez d'Action Andretti ? Il est où, Action Andretti ? Supposément que Jericho est en train de le mettre over, parce qu'il avait perdu face à Action Andretti. Une blague. Et là, le mec, il a perdu face à Roderick Strong, mais on s'en fout, parce que même si Roderick Strong a gagné son premier match, ce qui est intéressant, la finalité, c'est Adam Cole. Adam Cole, Chris Jericho, c'est ça qui est intéressant. Donc, Roderick Strong a gagné son premier match, bravo à lui, mais on s'en bat les couilles, c'est pas ça qui est intéressant. Donc, encore une fois, Chris Jericho fait tout en son pouvoir, et il sait très bien ce qu'il fait pour avoir toute la lumière sur lui. Oui, il va perdre face à Adam Cole, évidemment qu'il va perdre, mais il s'en bat les couilles parce qu'il va encore avoir une rivalité où il va se mettre over, il va voler toute la lumière d'une star. Adam Cole était hype comme pas possible en janvier où il avait fait son retour. En mars aussi, même s'il avait un peu perdu sa hype, était de nouveau quand même assez over. Et maintenant, j'en ai plus rien à foutre d'Adam Cole. Le mec est plus over parce qu'il est en rivalité face à Chris Jericho, qui lui vole toute sa putain de lumière comme d'habitude. Chris Jericho est incapable de mettre un catcheur over. Il pense que lui... Non, je suis persuadé qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et pour faire style, il se met en... Enfin, il donne une victoire à l'autre. Mais ça suffit pas, putain. Bien sûr qu'il a donné une victoire à Ricky Starks. Est-ce que Ricky Starks est over ? Non. Ricky Starks a totalement perdu sa hype et Ricky Starks est perdu. Il n'est même pas dans le pay-per-view, Ricky Starks. Donc, victoire d'Adam Cole. Match suivant qui me hype le plus. Et c'est vraiment parce que c'est les lutteurs que j'aime beaucoup dans le ring, mais la construction est nulle à chier encore une fois. Wardlow défend son titre TNT face à Christian Cage. Dans un match ladder, putain, si c'était un match simple, c'était potentiellement le match qui me hypait le plus. Pourquoi c'est un match ladder ? Encore une fois, même argument. Premier match de cette rivalité, le tout premier match de la rivalité, un match à échelle. Que Wardlow propose. C'est Wardlow, le powerhouse, la montagne de muscles. Celui qui a potentiellement moins de cardio que Christian Cage, qui propose un match à échelle. Un match où Christian Cage va pouvoir profiter de la stipulation pour avoir l'avantage. Parce qu'en match simple, Christian Cage n'a aucune chance face à Wardlow. Et c'est Wardlow qui propose un match à échelle. Ça ne fait aucun putain de sens. C'est nul à chier. Ça fait pas de sens. C'est le premier match de la rivalité. Wardlow n'est plus over depuis fin 2022. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne sais pas qui j'ai envie de voir gagner ce match parce que... Putain,
Qu'est-ce qu'il faut faire avec Wardlow maintenant? Il est perdu. Le mec est perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Wardlow? Je sais pas. Le mec n'est plus over depuis fin 2022. Christian Cage, quant à lui, j'adore son travail de heel. J'adore vraiment son travail de heel. Une partie de moi a envie de voir Christian Cage gagner pour qu'il ait cette ceinture et qu'il élève de nouveaux talents. Parce que Wardlow, actuellement, c'est mort. C'est mort. Enfin, il a toujours des adorateurs, mais sa hype a été divisée par deux à cause d'un booking de merde. Wardlow, sans déconner, la meilleure chose qu'il a à faire actuellement, c'est mettre fin à son contrat d'une manière ou d'une autre et d'aller à la WWE. Vraiment. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que Wardlow doit faire. Je suis sûr que la WWE pourrait bien utiliser Wardlow. Le mec, il a un charisme, il a un putain de physique et il commence à être âgé. C'est maintenant qu'il doit bouger Wardlow. C'est maintenant. Maintenant ou jamais. Faut qu'il sorte de là. Faut qu'il se sorte de là. Donc, dans mon scénario idéal, c'est victoire de Christian Cage pour prendre cette ceinture, pour utiliser ses talents de heel, pour élever d'autres talents comme il sait très bien le faire. Que Wardlow perde, que Wardlow mette fin à son contrat et parte de la fédération. C'est mon scénario idéal. Parce que là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Et enfin, le seul match qui me hype un petit peu puisque MJF est dedans. Le Fatal 4-Way, le 4 Pillars. MJF contre Darby Allin, contre Jack Perry, contre Sammy Guevara. Ça fait des semaines que je parle de ce programme. Ça fait des semaines que vous savez que je trouve que c'est débile d'avoir fait ce programme. Ils auraient pu faire un MJF Darby Allin. C'était là, c'était sous leurs yeux, sous leurs putains de yeux. Un long programme. Un long programme potentiellement aussi long que le programme Punk comme MJF. Un programme qui aurait pu être, je sais pas s'il aurait été aussi intéressant, mais qui aurait pu être le programme vraiment intéressant, qui aurait pu mettre de la visibilité sur la EW, et qui aurait pu vraiment élever Darby au statut de main eventer. Darby, c'est toujours un mid-card à l'heure actuelle, ce n'est pas un main eventer. Il aurait pu, grâce à cette rivalité, être élevé au statut de main eventer, gagner en popularité comme pas possible. Mais non, il a fallu faire un booking de marque pour un public de marque. Les 4 piliers s'affrontent. Les 4 piliers de la EW. Les 4 piliers, ça remonte à quoi? Quand c'est qu'a commencé la EW? En 2018, je crois, je sais plus. À l'époque, oui, peut-être. Mais non, non, non et non. Il y a toujours eu un seul véritable pilier, c'était MJF depuis le début. Et le seul des 3 autres qui se démarquait par son authenticité, je vais y arriver. Son côté original et unique, c'était Darby Allin. C'était pas le meilleur talent à l'époque, mais il était unique. Et il y avait proche Darby Allin. MJF était déjà vraiment bien ancré, et MJF en tant que champion, c'est la bonne décision. MJF, c'est celui qui a le potentiel. Vous croyez vraiment que Jack Perry et Sammy Guevara ont un potentiel de main eventer? Vraiment au fond de vous, vous y croyez? Non. Non, il n'y a pas de potentiel de main eventer. Ils n'ont pas le charisme nécessaire. Et Jack Perry est un attardé mental, à ce qui se paraît, quand j'ai vu ce qui s'est passé par rapport aux conférences de presse qu'il a fait, les signatures avec des fans, les rencontres avec les fans. Apparemment, il avait un comportement détestable. Alors que c'est un babyface. Donc, bravo Jack Perry, t'es jeune et t'es déjà un sale con. Et Sammy Guevara, oui, il a beaucoup de talent dans le ring. Tout comme Jungle Boy, hein, comme Jack Perry, ils ont beaucoup de talent dans le ring. Mais putain, les promos, il sait pas ce qu'il fait, putain. Il switch de heel à face, de heel à face. Il s'en bat les couilles, et c'est tellement dommage. Et il ne peut pas être over, putain. Il n'a pas assez de charisme, il a pas le petit truc qu'a Darby Allin. Darby Allin a le petit truc qui fait qu'il est original, qui fait qu'il sort du lot. Et on aurait pu avoir un main event MJF face à Darby Allin pour le titre mondial après une construction de 3 mois. Ça aurait pu être vraiment putain de bien. Et on se tape un Fatal 4-Way, donc sans disqualification, encore une stipulation, parce que c'est un Fatal 4-Way, donc c'est encore sans disqualification, où les 4 vont se rentrer dedans, où on ne va pas savoir qui encourager et qui huer. En tout cas, si MJF va se faire huer, ça va être le principal, celui qui va avoir la principale hit évidemment, mais la hype, le public va être divisé sur les encouragements entre Darby, Jack Perry et Sammy Guevara. On aurait pu avoir une foule rangée intégralement derrière un babyface, et on va avoir une foule divisée derrière 3 babyface.
Et c'est tellement dommage. Le match ne va pas être mauvais. Encore une fois, ils ont pris cette décision. Oui, ils ont... La construction de ce match n'était pas mauvaise. Ils se sont dit on va faire un Fatal 4-Way et ils ont construit le Fatal 4-Way. Plutôt bien. Ça va. C'était une bonne construction. Et c'est pour ça que c'est le match qui me hype le plus. Mais on aurait pu avoir tellement mieux. Évidemment, dans ce bordel, une victoire d'MJF puisque aucun des 3 autres talents ne mérite à l'heure actuelle d'être champion de la AEW. J'ai beau dire tout le bien du monde que j'ai pour Darby Allin, même dans un programme en solo, je l'aurais pas vu gagner le championnat. Je l'aurais vu être ici gagner la visibilité pour gagner en popularité et gagner en prestige. Et dégager une putain de clim. Faire ce que Drew McIntyre avait fait à Clash of the Castle, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Victoire d'MJF dans ce qui est le seul match qui me hype un peu. J'ai pas envie de voir ce show. 9 matchs. J'ai pas envie de voir ce show. 9 matchs, il y en a un seul qui m'intéresse. Encore une fois, si jamais je vous laisse me faire vos retours en commentaire, me dire vous aussi quels sont vos matchs qui vous hype le plus, vos matchs qui vous hype le moins, me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je dis. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.